Moi, je vous propose qu'on laisse la parole à Garance Clément. Bonjour, merci d'être là. Je vous laisse vous présenter et puis vous avez la parole pour un bon quart d'heure. Merci d'avance. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation et pour cette présentation passionnante. Donc moi, je suis sociologue au laboratoire de sociologie urbaine à Lausanne, en Suisse, mais j'ai fait mes études à Lille et j'ai fait ma thèse sur l'agglomération lilloise. Et donc moi, je vais vous parler peut-être un peu d'un angle mort de cette étude, d'un phénomène qui n'a pas été abordé puisqu'il s'agit des mobilités qui sortent de l'agglomération lilloise, mais en direction du pays voisin, donc de la Belgique voisine. Illustrée ici par cette image très folklorique et nationaliste, mais donc je vais vous montrer que la réalité est un peu plus complexe et on va aussi reparler d'inégalités sociales par rapport à ces mobilités. Donc c'est un phénomène, les migrations transfrontalières entre la France et la Belgique, notamment parce qu'on manque de statistiques détaillées. Donc j'ai mis ici la carte de la proportion de Français dans les communes belges, à défaut d'avoir des informations sur les flux. Et on peut voir que c'est autour de l'agglomération lilloise que les populations de nationalité française sont le plus représentées, le plus concentrées, et qu'elles peuvent atteindre jusqu'à 30% de la population dans certaines communes comme Étain-Puy. Pour autant, c'est un phénomène qui rencontre un faible écho médiatique, qui aussi qui n'apparaît pas comme un enjeu majeur pour les élus français, en tout cas à ma connaissance. Et c'est un comportement qui est banalisé sur le terrain. Donc, quand j'ai fait ma thèse, j'ai pu rencontrer énormément d'habitants pour lesquels aller se loger en Belgique n'apparaît pas comme un phénomène exceptionnel, puisque on grandit ici à proximité de la frontière et qu'on a souvent dans sa famille des parents ou des grands-parents qui ont eux-mêmes fait cette démarche ou été travailleurs frontaliers. Donc on peut se demander finalement si ces mobilités de la France vers la Belgique, ce sont des mobilités comme les autres, et puis ce qu'elles nous disent du vivre ensemble dans la métropole lilloise, puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Donc moi je vais m'appuyer là sur une enquête que j'ai faite dans ma thèse et que j'ai prolongée ensuite dans le cadre de mon post-doctorat à Lausanne. Et qui est une enquête qualitative, à la différence de ce qui a été présenté avant. Donc je vais vous présenter beaucoup d'extraits d'entretien qui illustrent des trajectoires individuelles. Je me suis appuyée sur 40 récits de migration transfrontalière, dont 33 se sont déroulés après 2000. Et c'est important, c'est sur celle-là que je vais me concentrer parce que, je repasserai à la slide précédente après, parce qu'on voit que c'est autour des années 2000 que la présence française dans les communes frontalières augmente. Il y a un petit saut à partir de 2005, mais c'est lié à la prise en compte des résidents en maison de retraite. Mais on voit en tout cas que depuis cette période, il y a une augmentation continue. Ici, dans les communes de Wallonie, je n'ai pas pu obtenir les données pour les communes flamandes. Donc les personnes dont je vais vous parler, il s'agit de 20 femmes et 13 hommes âgés de 27 à 65 ans. Et ces personnes se définissent elles-mêmes comme des classes moyennes, mais on va voir qu'en fait leurs positions sont assez différenciées. Et pour le dire très vite, je vais revenir sur les caractéristiques juste après. Il y a des petits moyens, des classes moyennes et des classes moyennes supérieures. Ce qui est important aussi, c'est qu'il s'agit d'une majorité d'agents de la fonction publique, et je ne vais pas détailler là, mais c'est important pour des raisons fiscales, puisque ça peut être avantageux d'aller vivre en Belgique tout en étant fonctionnaire en France. Et donc, c'est des situations sur lesquelles j'ai enquêté, où en fait les gens travaillent chez eux et dorment à l'étranger. Et c'est ça qui m'avait intriguée au départ. Donc là, je vais juste revenir sur comment ces individus construisent leur projet résidentiel et comment ce projet résidentiel se transforme progressivement en projet migratoire, et puis quels sont les effets de ces mobilités en termes sociaux et urbains. Alors, sur le premier point, j'ai essayé de résumer ici, dans ce tableau, les différentes stratégies que j'ai pu observer sur le terrain. Donc, je ne vais pas toutes les détailler, mais ce qui est important, c'est de voir que tous les ménages que j'ai rencontrés aspirent à accéder à la propriété. Et seulement 2 catégories ou sous-catégories sont propriétaires au moment du départ. Donc en colonne, vous avez les 3 sous-groupes que j'ai exposés, et puis en ligne, un peu l'avancement de leur trajectoire résidentielle, puisqu'on sait que les positions peuvent varier au fil de l'âge et des étapes de la trajectoire. Et donc, j'ai pu observer qu'il y avait des petits moyens assez avancés dans leur trajectoire résidentielle qui étaient déjà propriétaires et qui cherchaient à sortir du quartier de résidence, et d'un autre côté d'autres propriétaires qui eux appartiennent aux classes moyennes supérieures et qui vont plutôt se lancer dans des stratégies de maximisation de leur position résidentielle, donc, en accédant de nouveau à la propriété, mais en réalisant une plus-value et en cherchant à obtenir des biens de plus haut standing.
Et l'autre point sur lequel je voulais insister par rapport à ces petites différences au sein de mon échantillon, c'est qu'avant le départ en Belgique, des petits moyens plus ou moins avancés dans leur trajectoire résidentielle cohabitent au sein des quartiers populaires, donc ceux que vous avez appelés les quartiers anciens, je crois, donc notamment en particulier à Wattrelos. Et il s'agit de catégories qui sont issues des classes populaires, principalement nées à Roubaix, et qui ont déjà connu des petites mobilités que vous avez aussi très bien illustrées entre le territoire roubaisien et le territoire tourquenois. Et la seule différence, en fait, c'est que les premiers cherchent à accéder à la propriété à un moment où ils sont locataires, et les autres sont déjà propriétaires, et eux cherchent plutôt à quitter le quartier. Donc je vais expliquer dans un instant pourquoi. Donc il y a deux ressorts principaux qui permettent d'expliquer le départ de ces ménages en Belgique. D'abord des désirs de mobilité sociale sur place qui sont contrariés par les prix. Donc là, on voit par exemple le cas de Pauline qui dit qu'à un moment où elle cherche qui est institutrice et qui, à un moment où elle cherche à accéder à la propriété, se rend compte que là où elle est, ça ne passe pas, avec un budget de 150 000 euros. Il y a aussi le cas que j'ai mis, qui me semblait intéressant pour vous, d'une locataire du parc HLM qui en fait cherche à quitter ce parc parce que le loyer est devenu trop important. Et plutôt que de pouvoir se reloger dans le parc locatif sur place, elle va devoir aller en Belgique pour trouver un logement en location moins cher. Un autre ressort du départ, c'est une difficulté à tenir son rang dans l'espace local. Donc là, c'est plus tant lié au prix, mais aux transformations du quartier dans lequel habitent les individus au sein de l'agglomération lilloise. Et ça, c'est surtout vrai pour les petits moyens plus âgés, déjà assez avancés dans leur trajectoire résidentielle, dont j'ai parlé juste avant. Donc là, on voit par exemple le cas de Irène, qui habite à Wattrelos et qui explique comment son quartier a changé en évoquant la civilité, ou le civisme qui aurait disparu à son sens. À droite, il y a aussi Jacqueline, qui, elle, parle voilà, dans le détail des problèmes d'hygiène et aussi d'incivilité qu'elle remarque avec les poubelles et les problèmes de déchets dans la voie publique. Et donc pour ces ménages, en fait, l'idée c'est vraiment de vouloir quitter leur quartier qu'ils estiment s'être dégradé, alors qu'eux-mêmes ont connu plutôt des trajectoires promotionnelles. Donc ils ressentent ce décalage entre leur propre trajectoire et la trajectoire du quartier. Et comme le dit Sylvie, qui est soignante, dès que ces ménages cherchent à sortir du quartier, c'est trop cher, donc se sentent coincés. C'est là que va intervenir la rencontre avec le marché du logement belge par différentes voies, mais principalement pour les ménages de classe moyenne, celle des agences et des annonces immobilières. Et en fait, cette découverte, elle va considérablement élargir le champ des possibles, puisque on remarque, bon là c'est un exercice que j'avais fait pour ma thèse, c'est un peu daté, mais je vais chercher à comparer les prix du côté de l'agglomération lilloise et en Wallonie et en Flandre dans les communes frontalières. Et on peut constater, en tout cas c'est ce que les ménages eux-mêmes constatent immédiatement, de forts décalages de prix. Et donc tout d'un coup, on a l'impression d'être face à un Eldorado du logement où beaucoup plus d'opportunités sont disponibles. Et ça va se traduire par des logiques de départ en Belgique qui vont prendre différentes temporalités. Donc pour les plus contraints, les plus modestes, on va pouvoir noter un achat dans l'urgence, donc avec des individus qui nous disent avoir posé leurs meubles quelques semaines après avoir trouvé un bien immobilier. Et puis là, il y a le commentaire aussi de Janine qui explique bien que pour 50 000 euros, ce qui était son budget du coup au début des années 2000, en France, elle avait un taudis et en Belgique, elle avait une maison habitable. Et donc, ça a été très rapide. Même s'il y avait toujours un peu de travaux, elle a pu entrer et poser ses meubles du jour au lendemain. Donc, il y a vraiment cette urgence de sortir d'une situation contrainte dans l'agglomération lilloise qui trouve à se réaliser en Belgique. Pour les ménages plus aisés, on va beaucoup plus noter des logiques d'anticipation avec là des stratégies vraiment de capitalisation et de maximisation des revenus. Donc pour les classes moyennes et moyennes supérieures, les projets d'achat se déroulent beaucoup plus sur le long terme. Donc là, il y a ce médecin qui dit avoir réalisé son rêve résidentiel et ça lui a pris 3 ans.
Et d'un autre côté, on a Rose, qui est fonctionnaire catégorie A, qui, elle, explique qu'elle était vraiment dans une logique d'investissement. Donc là, elle profite des différentiels de prix plutôt pour construire un projet de capitalisation sur le long terme. Et elle va d'abord arriver en Belgique en tant que locataire, dans l'idée d'acheter un petit immeuble pour ensuite générer une rente immobilière. En tout cas, ce qui est commun à ces migrations, et du coup ce qui va peut-être les différencier aussi de ces migrations de sortie du SCOT plutôt dans le sud, c'est que c'est des migrations de proximité qui vont, en plus des prix, avantager les individus en termes de temps de trajet et aussi de confort de trajet, puisque beaucoup de personnes indiquent avoir privilégié ce choix parce que, notamment pour rejoindre le cœur de l'agglomération, l'autoroute est beaucoup plus facile à emprunter et donc il y a un gain en termes de temps de trajet et de confort pour des personnes qui se déplacent exclusivement en voiture, je le précise. Et on va aussi profiter à quelques kilomètres seulement d'un autre environnement qui pourrait être accessible dans les quartiers périurbains de l'agglomération lilloise, mais à des prix bien supérieurs. Donc c'est, comme le dit Amine, l'environnement à la campagne, tout en étant proche de la ville. Donc il y a vraiment cet enjeu de proximité et pour bénéficier de prix plus faibles. Donc là, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais je vous ai mis la répartition avant-après des personnes que j'ai rencontrées. Et on voit qu'il y a des personnes qui viennent vraiment du sud de l'agglomération lilloise et qui sont passées de l'autre côté de la frontière, mais qui ont fait un grand déplacement, mais qui se sont rapprochés de leur lieu de travail. Et puis on voit aussi surtout la concentration des ménages qui viennent de Wattrelos et de Tourcoing et qui ont déménagé principalement à Moucron, qui est la ville accueillant le plus de ménages dans mon enquête. Et je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je vais maintenant passer du coup à la deuxième partie sur les effets sociaux et urbains de ces migrations. Alors le premier effet pour les individus, c'est d'avoir amélioré leurs conditions de logement et de cadre de vie. Donc ce qui les a attirés et ce qui les convainc de rester sur place en Belgique, c'est toujours cette comparaison entre l'environnement quitté et l'environnement le nouvel environnement en termes de propreté et de sécurité. Donc là, on voit le cas de Irène qui explique que quand vous passez la frontière, c'est sale, la police, il ne passe pas, en parlant de la France, alors qu'en Belgique, on les voit, ils sont plus disciplinés, quand on les voit, on passe la frontière. Donc il y a vraiment une valorisation du cadre urbain belge, qui va aussi beaucoup avec des discours stigmatisants et racialisants sur les quartiers populaires français qui ont été quittés. Donc ça fait aussi partie des logiques qui viennent justifier le choix de déménager pour les enquêtés blancs de mon échantillon. Et ça va avec une survalorisation aussi en termes assez culturalistes des modes de vie belges, les Belges étant vus comme plus accueillants, plus civils, et ayant de meilleures maisons. Donc ça se voit aussi par l'extrait d'entretien de Bernard qui dit qu'en Belgique on a une brique dans le ventre et que les voisins sont en concurrence pour toujours faire mieux en termes de logement. Et donc il y a une valorisation à la fois du cadre urbain et du cadre bâti pour ces ménages. Après, ces effets vont être différenciés selon les différents sous-groupes que j'ai évoqués tout à l'heure. Et c'est là qu'on va peut-être voir aussi apparaître des effets inégalitaires plus importants et le prolongement en fait des dynamiques de ségrégation que vous avez très bien exposées. Puisqu'on va voir que pour les ménages qui occupent déjà des positions supérieures dans l'agglomération lilloise, la migration va permettre une maximisation de leurs revenus et l'accès à des espaces très privilégiés, que ce soit dans le périurbain ou dans le rural avec des rénovations de corps de ferme notamment. Et donc les ménages parlent vraiment de projets pharaoniques en France et qu'ils ont pu réaliser en Belgique. Pour certains petits moyens qui habitaient à Wattrelos ou à Tourcoing, on va observer des formes de surclassement résidentiel puisque les différentiels de prix vont permettre d'accéder à une offre de logement à laquelle ils n'auraient pas pu prétendre dans l'agglomération lilloise, et avec cette impression de décalage entre le rang social cette fois et le rang résidentiel. Et là, c'est ce qu'exprime bien Irène, qui dit qu'en fait, elle est aide-soignante, elle a pu faire une plus-value à Wattrelos. Et en arrivant de l'autre côté de la frontière, dans un quartier plutôt habité par des classes moyennes et des classes moyennes supérieures, elle dit à son mari « c'est pas chez nous, c'est pas possible ». Donc une impression de décalage, mais cette fois par le haut, avec l'arrivée en Belgique.
Et puis, le cas qui m'a le plus intéressé et qui est le plus préoccupant peut-être, c'est celui de reclassement résidentiel en trompe-l'œil. Donc cette fois, de petits moyens qui ont acheté très rapidement en Belgique avec des budgets modestes et qui, finalement, une fois sur place, se rendent compte qu'ils peuvent se retrouver captifs de ce parc résidentiel belge moins cher et qu'ils perdent aussi un certain nombre d'avantages en termes de protection sociale. Donc là, c'est le cas de Samy qui une fois arrivé à Moucron, rencontre de vraies difficultés avec la CAF et qui du coup envisage de revenir en France. Sauf qu'en fait, leur reclassement résidentiel, donc la possibilité d'accéder à la propriété, s'est fait dans un marché du logement dévalué par rapport à celui de la France. Donc la perspective d'une revente et d'un retour en France est beaucoup plus compliquée. Donc il y a un sentiment de captivité qui arrive chez ces petits moyens, plutôt en début de trajectoire résidentielle. Donc finalement, on peut se demander si, à travers ces migrations qui restent assez discrètes en fait, est-ce qu'on peut observer des formes de ségrégation qui s'étendraient à l'échelle transfrontalière. Un indice de ça, c'est quand on regarde la trajectoire des prix immobiliers des différentes communes frontalières, on voit qu'en fait, les communes où les petits moyens et les moins dotés vont s'installer, donc principalement Moucron, Menin, Comines Belgique, ces communes s'éloignent en termes de prix de celles où les ménages les plus aisés s'installent, Courtrai ou Tournai. Et donc on voit qu'il y a aussi une différenciation qui s'opère, alors pas forcément que par l'effet de l'arrivée des Français évidemment, mais les classes moyennes et moyennes supérieures françaises arrivent dans des espaces qui se revalorisent, donc ils revalorisent du même coup leur position résidentielle, alors que les petits moyens occupent finalement des positions presque égales à celles qu'ils ont quittées, mais dans un parc qui est dévalué et qui connaît une plus faible dévalué par rapport à la France et qui connaît une plus faible revalorisation au fil du temps. Et donc pour finir, ce que j'ai essayé de montrer dans ma thèse, c'est que ces migrations, en fait, elles participent d'une forme discrète de tri social et urbain. On voit qu'il y a un effet multiplicateur de la migration parce que c'est pas une mobilité comme les autres du fait des différentiels de prix très forts et des transformations de la position liées à l'arrivée dans un autre pays. Et cet effet multiplicateur de la migration, il va agir en renforçant les positions supérieures des classes sociales supérieures. On voit aussi qu'il y a une spécialisation dans l'accueil des quartiers d'immigration de Français, puisque c'est certains quartiers de Moucron qui vont accueillir les Français les moins dotés. On peut aussi imaginer que ça contribue, même si c'est modérément, à la ségrégation des quartiers populaires français, puisque, comme on en avait discuté ensemble, les ménages qui arrivent à partir sont quand même plus dotés que ceux qui restent. Mais je voulais aussi relativiser l'importance de ces dynamiques et en tout cas inviter à la précaution, puisqu'on n'est pas non plus face à un cas de périurbanisation française qui s'étendrait en Belgique, ni non plus à des formes de gentrification transfrontalière, puisque ça reste encore des phénomènes discrets. Merci beaucoup.